Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré à l'immobilier à New York et sa région, un marché en ce moment qui est en tension, des taux d'intérêt assez élevés mais des prix qui baissent, bref, beaucoup de questions. On est rejoint grâce à nos deux experts, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci Yann Rousseau, merci Mathias Youbi de nous retrouver aujourd'hui. Alors Yann est directeur associé chez Barnes et un responsable des opérations pour New York, mais aussi le Connecticut, le Westchester et le New Jersey. Merci Yann de nous retrouver. Merci Mathias également de nous retrouver. Tu es donc avocat depuis 2003 au barreau de New York, expert et spécialiste en immobilier, donc ce sera l'aspect légal. Merci à vous deux. Je vous rappelle, on est en direct, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous aurez des réponses et puis ça aidera aussi la communauté à en avoir. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Yann, qui va nous présenter un peu l'état du marché en ce moment. Merci Clément et merci bien évidemment aux équipes de French Morning. On est ravis voilà, d'être présent et de renouveler notre partenariat et de vous parler un petit peu du marché new-yorkais. On va voilà, vous présenter un peu le marché new-yorkais, le marché de Westchester, le marché du Connecticut et puis bien évidemment répondre à votre question, à votre convenance. Voilà. Je parle quand même de Barnes, donc je suis effectivement directeur de Barnes New York. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'on a quand même voilà, quelques petits voilà, camarades new-yorkais. Donc, on essaye un petit peu, nous aussi, voilà, de présenter la marque et de dire ce qu'on fait, qui on est vraiment. Donc, Barnes, c'est un groupe qui a quand même 130 bureaux dans le monde avec 1300 collaborateurs. On est dans 20 pays actuellement. Donc, on représente voilà, 7 milliards de ventes l'année dernière. Voici l'étendue du réseau de Barnes, donc où on a vraiment physiquement des bureaux. Hein. Quand on dit qu'on a un bureau sur place, c'est qu'on a un bureau sur place. Donc vous pouvez voir que le réseau s'attend chaque année, donc bien évidemment grande concentration en France, en Europe, mais de ce côté de l'Atlantique, nous sommes voilà, à Saint-Barth, Miami, New York, Montréal, voilà, Portland et Seattle. On vient également d'ouvrir voilà, Dubaï, Istanbul. On continue voilà, l'expansion de Barnes sur divers bureaux en Italie, on vient d'ouvrir à Rome notamment, et bien évidemment dans le cadre du réseau français. Barnes, pour l'opération new-yorkaise donc, que je dirige, nous avons un bureau physique, un vrai bureau, qui se trouve à côté de Bryant Park et de Grand Central. On est une équipe actuellement d'une grosse trentaine de personnes, donc avec voilà, environ 20, un petit peu plus de 20 agents qui parlent 13 langues de manière, donc, ce qu'on appelle native, donc de langue maternelle. On couvre bien évidemment le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien et de nombreuses autres langues grâce à voilà, notre étendue d'agents. On a également un autre bureau, de nouveau aussi physique à Larchmont, au cœur de la communauté française et francophone du Westchester, notamment du fait de l'implantation de la French American School of New York, la FASNY, entre Larchmont et Mamaroneck. Nous avons également un vrai bureau et nous sommes licenciés par ailleurs dans le Connecticut, cette fois-ci, donc pas de bureau à ce stade, probablement on passe d'ouverture l'année prochaine, mais nous sommes bien évidemment licenciés pardon, dans le Connecticut avec des agents licenciés chez Barnes dans le Connecticut. Et après, certains de nos agents sont également licenciés dans le New Jersey. Donc, je vous invite, quand vous travaillez avec un agent ou avec une agence, à vérifier toutes les informations. Ce sont des données publiques, les données de licence. Donc, sur le site du département d'État de New York ou du Connecticut ou du New Jersey ou de Floride, allez vérifier surtout que vos interlocuteurs disposent bien de la licence. Et intéressant aussi toujours de vérifier quel est leur niveau de licence. Vous avez des agents, vous avez des brokers. Donc, en théorie, quand on a une agence, on doit être broker. De nouveau, ce n'est pas neutre. Donc, je vous invite à faire voilà, ce petit exercice pour vous assurer que vous avez les bons interlocuteurs. On a eu malheureusement, donc sur à la fois comme New York comme en Floride, des histoires assez horribles voilà, de nos compatriotes qui se sont fait bien arnaquer par des agents qui se présentaient effectivement français, qui étaient voilà, pas licenciés ou qui avaient voilà, d'autres intérêts. Donc, ceci étant dit, je vous parle principalement quand même un petit peu du marché de New York. Voici donc nous les zones qu'on travaille le plus, à savoir donc on travaille bien évidemment Manhattan, tout Manhattan, mais bon le concentration de nos activités se trouve quand même jusqu'à Harlem, là où nos clients investissent davantage. Donc tout Manhattan, c'est-à-dire on fait des transactions sur Upper East Side, sur Upper West Side, donc pour le Central Park, sur Midtown bien évidemment, et après des quartiers qui sont intéressants pour nos investisseurs, donc soit en Financial District, Lower East Side. Et après, pour les pieds-à-terre, pour les résidents, ceux qui vont être en résidence principale ou en pied-à-terre résidence secondaire. Donc là, plutôt sur les quartiers les plus valorisés de Soho, de Village, Tribeca. Sur Brooklyn, on est sur la partie côtière, la plus proche, au plus proche de Manhattan. Donc toute la partie qui longe East River, Greenpoint, Williamsburg,
Dumbo, Brooklyn Heights, voilà, on va descendre jusqu'à Red Hook. Après, nos agents, nous, couvrent en fait le Queens, Brooklyn, mais enfin, la majorité de nos activités en fait se concentrent sur ces zones-là voilà, de Brooklyn. Dans les grandes lignes, pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur pour ceux qui ne connaissent pas le marché new-yorkais, combien faut-il pour 100 mètres carrés à New York? Donc, on a mis en parallèle Manhattan et Brooklyn, qui, de nouveau, sont nos deux zones de concentration. Voilà, grosso modo, tout bien confondu, il faut 1 500 000 euros pour 100 mètres carrés à Manhattan. Donc, ça varie si on est dans l'ancien ou dans le neuf. Donc, si on est dans l'ancien, ça sera plutôt de l'ordre de 1 300 000. Si on est dans le neuf, c'est plutôt de l'ordre de 2 millions d'euros. Il y a une très grande différence entre l'ancien et le neuf. Après, vous pouvez comparer Manhattan et Brooklyn. Donc, quand il faut 1 500 000 pour 100 mètres carrés à Manhattan, il faut 1 million pour 100 mètres carrés à Brooklyn. Attention, Brooklyn est très hétérogène. Voilà, ce serait, je crois, de mémoire, la troisième ville des États-Unis. C'était une ville distincte. De nouveau, la ville de New York City contient 5 quartiers, 5 boroughs qui sont Manhattan, Brooklyn, le Queens, le Bronx et Staten Island. Autant Manhattan, il y a un petit peu quand même une certaine forme d'homogénéité, encore que plus on va vers le nord de Manhattan et plus les prix diminuent. Brooklyn, c'est gigantesque. Donc, à prendre avec une certaine distance, se différencier entre Manhattan et Brooklyn, parce que plus vous êtes proche de Manhattan et plus ces prix de Brooklyn vont en fait tendance à s'aligner avec ceux de Manhattan, bien évidemment. Mais quand même une différence. De nouveau, une différence entre l'ancien et le neuf, comme on peut s'y attendre de manière assez logique. Les quartiers les plus chers, donc vous voyez évidemment le rouge, c'est principalement Manhattan, voilà, principalement Manhattan, et de nouveau cette partie côtière de Brooklyn. Et après, un petit peu voilà, Long Island City, évidemment, et voilà, un petit peu voilà, vers le nord du Queens. Mais ceci étant, pourquoi donc, le quartier le plus cher aujourd'hui au mètre carré, c'est Hudson Yards? Ça ne tient pas nécessairement à la valorisation du quartier en tant que tel, mais ça tient au fait que la très grande majorité des biens qui se vendent à Hudson Yards sont des programmes neufs. Programme neuf étant bien plus cher que les anciens. Donc, je pense à une petite anomalie ici, mais il n'empêche que voilà, la data, comme on dit, étant la data, c'est la beauté des chiffres, ils ne sont pas vraiment contestables. Donc le quartier le plus cher actuellement, c'est Hudson Yards. Mais en réalité, les quartiers les plus valorisés sur Manhattan, ils le sont voilà, de manière historique. Soho, Tribeca, de nouveau, c'est quartier village. Ce qu'on appelle quartier village en fait de Manhattan. De la même manière, Greenwich Village va être bien positionné. Et on garde toujours quand même, évidemment, Midtown parce que une très grande concentration de programmes neufs, donc c'est aussi très valorisé. Sur Brooklyn, alors les New-Yorkais aiment bien voilà, créer du micro-quartier, un petit peu comme les vignerons bordelais avec leur micro-appellation, c'est à peu près la même logique. Donc là, on parle de Vinegar Hill, mais qui est en fait si vous voulez, un petit peu une sous-partie de Dumbo. Donc Dumbo qui est aussi historiquement le quartier le plus cher de Brooklyn. Donc maintenant, on parle de Vinegar Hill, comme sur Manhattan, en ce moment, on est en train de créer quelques données de marché sur New York. Bien simplement, on est revenu sur un marché équilibré. Donc, les quelques variations qu'il y a pu avoir voilà, pendant la pandémie, sortie de pandémie, cette grosse flèche rouge que vous voyez, bien évidemment, c'est la pandémie. Donc, on avait vu, en fait, alors ici, pardon, je n'ai pas expliqué ce qu'on appelle le market pulse. C'est un chiffre entre 0 et 1. Et grosso modo, quand on est à 0,5, on est un marché équilibré, autant acheteur que vendeur. Plus on est proche de 1, plus on est sur un marché de vendeur. Plus on est proche de 0, plus on est sur un marché d'acheteur. Il y a eu une toute petite portion, tout simplement pandémie, hein, les deux second et troisième trimestre, pardon, deuxième et troisième trimestre de 2020, où le marché était à l'avantage des acheteurs, parce qu'évidemment, il y avait quasiment pas de transactions. Et après, un gros effet de rattrapage. Et donc, on était depuis fin 2020, sortie de pandémie, un gros effet de rattrapage, marché de vendeurs. Voilà. Avec des prix en constante augmentation, des marges de négociation très faibles. Et c'est un marché maintenant qui a retrouvé son rythme saisonnier, historiquement à New York. On a une belle période d'activité au printemps, au début de l'été. Ça se calme un petit peu au mois d'août parce que tout le monde est au Hamptons ou à Saint-Barth, caricature un petit peu. On reprend à la rentrée jusqu'à Thanksgiving. Et après, à partir de Thanksgiving jusqu'au printemps, tout simplement, les gens ne sortent pas, il fait trop froid. Donc voilà, on a un marché qui est très saisonnier, ce marché new-yorkais. On est revenu là-dessus. On est actuellement, voilà,
on est plutôt équilibré, relativement à l'avantage des acquéreurs, mais en fait, c'est pas tellement nécessairement. C'est un marché qui est très dynamique, le marché new-yorkais, dans le sens où, en période de faible activité, en fait, l'inventaire baisse en parallèle. Donc, ce qui va expliquer après pourquoi vous verrez qu'il n'y a tout simplement pas de baisse de prix. On est même voilà, en légère augmentation de prix voilà, depuis la sortie de la pandémie. On est quasiment voilà, sur les niveaux records qu'on avait atteints donc courant 2017-2018. Donc un marché qui se porte très bien, qui a absorbé, voilà, il y a ils ont une contraction de marché 6 mois en 2020 avec peut-être 5 à 10% de baisse, mais ça a été tout à fait compensé. Même maintenant, on est revenu sur des niveaux qui sont supérieurs. De la même manière, donc, que ce market pulse, le pouvoir de négociation vous donne un petit peu, si vous voulez, la tendance. Donc, à ce jour, on est plutôt aux alentours de l'ordre de 6%, toute propriété confondue. Bien évidemment, plus le quartier est valorisé, plus la propriété est valorisée, moins il y aura de négociations. Sur certains programmes neufs actuellement, là, on est en train de faire une transaction, on est à 12% de remise. Donc, ça se passe, voilà, ça se passe plutôt bien. Les programmes neufs sont ceux qui sont en général le plus en tension sur un marché qui est calme. On a un marché qui est relativement calme actuellement. On n'a pas une très très grande période d'activité. On a un inventaire qui est plutôt faible. Le problème de ces programmes neufs, si vous voulez, c'est qu'ils ont besoin de faire évoluer leur inventaire. Ils ont besoin de vendre, tout simplement. Ils ont des délais de financement, des délais réglementaires aussi. Donc c'est vers eux en fait qu'on se positionne quand on a un marché en ralentissement, simplement. Euh, donc pour l'instant, voilà, on est plutôt 7% sur de la revente et on peut atteindre les 10% selon certains programmes. Quelque chose qui n'est pas a priori nécessairement un grand fort de New York, la rentabilité locative. On est sur une place extrêmement solide, comme pour être à Paris. Donc on n'a jamais des rentabilités locatives absurdes. On va aller chercher 5, 6, 7, 8 points à l'année. En général, voilà, sur New York, on est plutôt de l'ordre de 3% en net. Ce qui est tout à fait voilà, correct aussi, on a des montants qui sont plus élevés. Et bien là, on est plutôt même de l'ordre de 4, tout simplement parce que depuis la sortie de pandémie, on a eu une augmentation constante des niveaux de loyer. On est voilà, on bat les records depuis. On s'attendait à avoir un pic fin 2022, mais finalement, une fois que l'hiver est passé de 2023, on n'a pas vraiment pas beaucoup baissé. Et on est, voilà, comme vous voyez, en constante augmentation. Donc on fait, nous, pour donner un ordre d'idée de notre volume d'activité, on fait environ 80 transactions par an. Voilà, de nouveau, quand on dit qu'on fait 80 transactions par an, nous faisons 80 transactions par an. Et on a voilà, environ une cinquantaine de locations, donc souvent propriétaires, parfois locataires. La réalité, c'est que maintenant, dès qu'on met un bien sur le marché en location, on peut avoir en fait 5, 10, 15, 20 demandes dans la nuit. Alors, c'est pas forcément dire qu'on va le déboucler dans la nuit, mais en général, voilà, ça nous prend entre 1 et 2 semaines actuellement pour trouver un locataire. Ce qui, par le passé, pouvait prendre un petit peu plus de temps. Donc, marché voilà, très, très solide en termes de location. Et qui plus est, on peut faire passer maintenant les frais, enfin, comme c'était le cas historiquement, mais pendant la pandémie, ça s'était arrêté, on peut refaire passer les frais de mise en location voilà, aux locataires. Pour ceux qui sont plutôt voilà, soit en mode cession, soit en mode acquisition, mais évidemment, l'évolution de l'euro par rapport au dollar n'est pas neutre. L'euro s'était un petit peu effondré fin 2022, donc ce qui avait créé tout simplement un appel d'air pour nos clients vendeurs qui se retrouvaient simplement à avoir 15-20% de marge, ne serait-ce que du fait de l'effet de change. Alors que même ce n'était pas nécessairement le meilleur moment pour vendre en fin d'année dernière, disons. Bah, beaucoup de nos clients se sont positionnés pour profiter de cet effet de change, qui entre-temps, bah, voilà, l'euro a repris des couleurs, l'euro voilà, s'est redressé, donc maintenant on n'est pas encore sur les niveaux qu'on avait en 2021, mais bon, on est devenu sur une pente un peu plus satisfaisante, et donc ce qui rend votre pouvoir d'achat quand on fait une acquisition avec des euros, bah, plus intéressant. Alors, bon, bah, évidemment, pour ceux qui sont déjà positionnés en dollars, ça ne change rien, mais c'est pas notre. Voici pour l'état du marché. Dans les grandes lignes, on achète quoi à New York? On achète principalement des appartements. Voilà, principalement des appartements. Il y a 2 types de structuration. Vous entendez parler de ça souvent, condo versus coop, condominium ou coopérative. On ne va pas vous faire voilà, une présentation juridique scolaire. D'ailleurs, je ne prendrai pas le risque de tenter d'expliquer ça en ayant Mathias de le côté de la caméra,
qui pourrait me reprendre. Mais voilà, dans les très grandes lignes, les condominiums, c'est l'équivalent de la copropriété à la française. Vous faites l'acquisition d'un appartement, vous avez un pourcentage des parties communes. Ils sont moins nombreux, certes. Historiquement, New York, c'était beaucoup de coopératives. Mais en fait, tous les programmes neufs étant maintenant des condos, sauf quelques exceptions qui peuvent être des co-op, mais là, on est très technique. Donc, en fait, ce ratio a tendance à diminuer. Maintenant, on est plutôt de l'ordre de 65-35, 65% de coop et 35% de condos. Ils sont moins nombreux, ils sont plus onéreux. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus faciles d'acquisition, plus faciles de vente. À l'inverse, la coopérative, structuration juridique différente. En fait, vous achetez des parts dans la société qui détient le bâtiment, qui ne détient pas d'ailleurs nécessairement le foncier. Donc ça, c'est pas neutre, toujours à vérifier sur une coopérative. Vous pouvez avoir un propriétaire privé ou une autorité administrative qui détient le terrain sur lequel est construit en fait le bâtiment. Et donc, la société qui détient le bâtiment, donc la société des copropriétaires, dispose d'un bail emphytéotique voilà, qui peut être de l'ordre de 80, 90, 100 ans. Et plus on arrive à l'échéance de ce bail, et plus évidemment la valorisation du building et donc de votre appartement diminue. Mais ce qu'il faut surtout retenir pour la coopérative, des restrictions fortes à l'entrée et à la sortie. C'est-à-dire, c'est vraiment le cliché de ce que vous avez pu voir dans les films, les séries américaines. On fait passer un entretien quasiment de personnalité pour rentrer dans une coopérative et qu'en plus, la loi protège le board des copropriétaires. Ils n'ont pas ils ne sont pas obligés de vous donner une raison pour vous refuser. Donc, ça ouvre la porte évidemment à tous les petits, la discrimination et autres choses. Donc, et aussi, très important, souvent en coopérative, on ne peut pas louer. Souvent en coopérative, on ne peut pas financer ou avec des niveaux bien plus faibles. Et inversement, quand vous essayez de vendre, eh bien, figurez-vous, vous pouvez avoir un acquéreur au prix que vous devez demander, mais vos petits camarades copropriétaires vont le refuser parce qu'ils estiment que soit ils n'aiment pas votre acquéreur, soit ils estiment que le prix n'était pas assez haut. Bref, donc la coopérative, c'est moins cher pour ces raisons-là. Donc c'est un petit peu uniquement intéressant quand on est sur une coopérative en résidence principale, pas autorisée, même si chaque coopérative a des règles différentes. On a ce qu'on appelle des coopératives flexibles, qui sont assez rares, mais bon, on essaie de les connaître, de les identifier. Comme vous pouvez le constater, évidemment, le ratio de prix, voilà, pour un condo, on est en moyenne à 1450 $ du pied carré. On parle en pied carré et coopérative de l'ordre de 1000 $ du pied carré. Voilà. Je ne vais pas vous présenter de coopérative, parce que je viens de vous expliquer, effectivement, fait pour des acquéreurs étrangers qui sont par résidence principale, ce n'est pas forcément plus intéressant. Donc, on va vous parler un petit peu de condominium plutôt. Donc là, typiquement, un condominium qui est en revente sur ce quartier dont je vous parlais, un petit peu ex nihilo, qui est créé de nulle part, qui s'appelle Nolita, North Little Italy, qui est proche de Sceaux. Construit 2017, quartier assez récent. Simplement, c'est une acquisition qui a été faite par une de nos clientes. Donc, on la met, c'est vraiment une très très belle réussite, parce que tout simplement, il a été acheté pour 1 625 000 et nous avons loué ici cette année en moins d'une semaine pour 8 000 $ par mois, avec des frais qui sont relativement faibles. Donc, les frais mensuels, on inclut à la fois la taxe foncière et les charges de copropriété. Petite parenthèse sur les coops, la taxe de copropriété est payée par la coopérative. Donc, vous avez une charge mensuelle en copropriété, mais vous n'avez pas de taxe foncière. En condominium, vous avez votre charge de copropriété, votre taxe foncière. Ici, on est sur un ratio brut de l'ordre de 5%, donc extrêmement performant. C'est un condo où il n'y a quasiment aucun bien à vendre, tout simplement, parce qu'il est tellement performant. Mais ayant fait une transaction ici, le connaissant bien, on a accès à un bien actuellement qui est hors marché, qui n'est pas public, mais qui serait placé plutôt aux alentours des 1 800 000. Donc 622 pieds carrés, une construction tout à fait récente, donc avec des niveaux de loyer qui seraient sensiblement les mêmes. On vous parle beaucoup de programmes neufs qui sont des condominiums. Pourquoi les programmes neufs? Tout simplement parce que c'est un peu la palissade, mais il est neuf, donc c'est-à-dire que pendant 5 ans, vous n'aurez pas de réparation, pas de maintenance, à la fois au sein de votre appartement, mais aussi la copropriété. Il faut noter que les copropriétés souvent sont assez lourdes en termes de maintenance. Donc dès qu'on commence à passer les 5 ans, et fortiori 10-15 ans, on commence à avoir des appels de charge assez souvent sur ces buildings. Donc autant se positionner quelque chose de neuf. Bien évidemment, vous gelez un petit peu le prix parce que vous achetez et vous prenez possession dans les 6 à 12 à 18 mois.
À noter que sur New York, donc, contrairement à d'autres États, notamment la Floride, nous sommes implantés. À New York, on ne peut pas vendre un programme neuf alors qu'on n'a pas encore mis un coup de pelle dans le terrain. Voilà, ce sont des programmes qui sont avancés. À partir du moment où ils mettent en marché, vous avez les clés d'ici 6, 12, 18 mois. Voilà, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus sécurisé de ce point de vue-là. On sait que le programme va sortir de terre. Euh, et bien sûr, ici, pourquoi on aime bien? Tout simplement parce que c'est partie un des seuls programmes qui est à proximité immédiate de Columbia University, qui fait partie donc bien évidemment des deux plus grosses universités de New York avec la NYU. Et Columbia University, c'était beaucoup voilà, un grand campus, mais pas vraiment d'offres locatives intéressantes. Il y avait des immeubles de location, mais pas pour des copropriétaires. Donc ça, c'est un programme qui en plus voilà, est construit, en fait, est construit de telle sorte qu'il est protégé de tous les côtés par des bâtiments classés, donc ils vont lui dégager les vues. Et vous voyez, donc on est en bordure d'Hudson, au-dessus de l'église, donc qui est juste à côté. Donc on va avoir de très belles vues dégagées, livré fin 2023. Pour ceux qui connaissent l'architecture, Robert Stern, ça doit parler. Voilà, c'est un architecte très connu à New York. Donc une très belle réussite, ce qu'on appelle full amenities. Amenities, ça va être tous les services que vous aurez dans un immeuble. Donc la piscine, la salle de sport, le terrain de squash, de basket, la piste de bowling. Donc selon les programmes, vous avez un petit peu tout. Ici, voilà, c'est un programme qui est extrêmement bien réussi. Donc là, pour vous donner un aperçu effectivement de ces amenities avec donc une magnifique piscine, salle de sport, on a un rooftop, on a des salons, voilà, en voilà, des salles de jeu pour les enfants, d'autres choses. Donc c'est un très très beau programme qui donne beaucoup d'attrait donc locatif, mais également pour ceux qui veulent simplement s'installer parce qu'ils travaillent soit à Columbia, soit il y a aussi voilà, un des hôpitaux new-yorkais qui a des branches de ce côté-là, donc aussi une très forte demande. Voilà, on vous donne un exemple de ce qui, à notre sens, est le plus performant actuellement. Donc ça, ce qu'on appelle une unité flex, sortie de pandémie, tout le monde un peu ou travaille un petit peu de chez lui. Donc on aime bien avoir des espaces qui soient un petit peu dédiés pour pas travailler de la cuisine ou du lit ou du canapé, d'autant plus quand on est deux dans un appartement. Donc ici, dans le cas d'espèce, vous avez donc une partie distincte qui s'appelle study, et aussi avec une salle de bain dédiée. Donc c'est voilà, un plan qu'on aime bien. Les finitions, comme vous pouvez le voir, elles sont très belles, de très grande qualité, un petit peu classique, néoclassique. On est sur des charges voilà, qui sont raisonnables pour un programme neuf, voilà, 2 500 $ par mois. Ils en demandent 1 780 000 pour un loyer attendu minimum de 7 000 $, probablement d'ailleurs un petit peu plus. Maintenant que les prix continuent d'augmenter, donc on sera peut-être voilà, sur du 8 000 $. Ratio but de 3% avant négociation. De nouveau, c'est un programme neuf, on va aller chercher 10 points si possible. Et en revalorisant un petit peu le loyer, voilà, on pourra se retrouver assez tranquillement sur du 4%. Un autre terme typiquement new-yorkais, le 421A. Le 421A, c'est un programme d'exemption de taxes foncières. La ville de New York décide de faciliter l'implantation de nouvelles constructions dans des zones qui ont besoin de développement. On n'aime pas tellement le terme gentrification, mais c'est un petit peu ça l'objectif. Et donc, en contrepartie, pour le développeur de s'implanter sur ces zones-là et de réserver en général une infime partie de son programme à des loyers subventionnés ou des loyers protégés, et bien tout simplement, la ville va octroyer une exemption de taxes foncières de 15, 20, 25 ans à tous les copropriétaires. Et l'intérêt de l'exercice, c'est que ça reste avec l'appartement. Vous achetez donc un programme neuf, un appartement avec un 421A, il vous reste 15 ans d'exemption de taxes foncières, vous le revendez dans 5 ans, il restera 10 ans d'exemption de taxes foncières à votre heureux acquéreur qui sera tout ravi de ne pas payer de taxes foncières. Donc ces programmes sont particulièrement recherchés, d'autant plus que la ville a commencé à les discontinuer. C'est un programme qui est actuellement à l'arrêt, on sait où ils sont, il y en a également aussi un petit peu dans le New Jersey. Donc voilà, forcément, les charges vont être bien plus faibles que sur les autres conduits. On a pris un exemple, nouveau, il n'y en a pas tant que ça, il y en a, disons, peut-être entre 5 et 10 que l'on recommande. Ici, on est donc Lincoln Square, c'est-à-dire transition un petit peu entre le parc et l'Hudson River, donc qui était un petit peu plus délaissé, construit en 2017 à One West End, de nouveau full amenities, un petit peu, voilà, également la ceinture et les bretelles en termes d'amenities.
Et on a 421 qui était sur un peu plus de 20 ans. Un petit ordre d'idée de sur quoi ça ressemble pour les amenities. Et de nouveau, un appartement pour donner un petit peu un ordre d'idée de prix. On est là sur une chambre, une salle de bain, pareil, un petit peu 1,8 million. Donc des charges mensuelles, cette fois-ci uniquement 1 000 $. Vous ne payez que la charge de copropriété et pas la taxe foncière. On a un locataire en place, quelque chose qui a marché depuis assez longtemps. Bon, voilà, c'est nouveau, c'est aussi avant négociation, sachant qu'il n'est pas encore vendu. C'est pour ça qu'il a marché depuis 9 mois, il est probablement trop cher. Mais c'était pour un petit peu vous donner un ordre d'idée de ces 80 terrains qui sont particulièrement recherchés et valorisés, notamment à la sortie. On n'achète pas que des appartements à New York, on achète également des maisons individuelles, des immeubles d'appartements. Les maisons individuelles, les townhouses, les brownstones, les row houses. Donc, aussi, on aime bien avoir un peu de jargon. C'est la maison individuelle, dans très très grande majorité de la maison mitoyenne, bien évidemment. Concentrée sur Manhattan dans quelques quartiers. On en voit, voilà, on en a pas mal sur Harlem, sur les deux Upper East, SO, Tribeca, West Village, donc ces quartiers de village, effectivement. On a en plus grande quantité sur Brooklyn, bien évidemment. Et après, on a ce qu'on appelle les multifamilies. Ce sont des constructions qui ont plusieurs appartements dedans. Donc, on pourra avoir ce qu'on appelle two family, où vous aurez 2 appartements, three family, four family. Monter à 4, 5, 6, 7, évidemment, il n'y a pas de limitation. On pourra avoir aussi une partie commerciale en bas. Vous pouvez avoir un deli, un salon de coiffure, un petit restaurant en bas, et puis au-dessus, des appartements. L'intérêt de de ces constructions, c'est que vous êtes maître là, du foncier, vous n'avez pas de copropriété. C'est évidemment un bien qui vous appartient en intégralité. Et ainsi, vous pouvez bénéficier vous faites vos lois en termes de mise en location. Vous pouvez le faire de location à 30 jours parce que la ville de New York interdit les locations en dessous de 30 jours. Donc ça, c'est bon à savoir. Pas d'Airbnb à New York. Évidemment, il y a toujours des exceptions. On pourra vous expliquer le cas échéant si ça vous intéresse. Mais bon, notez que dans la très grande majorité, on ne fait pas d'Airbnb à New York. Quand les amendes floridiennes sont de l'ordre de 20 000 $ de mémoire, on est à 70 000 $ sur New York, donc on évite de jouer avec Airbnb. Mais au moins, voilà, location de court terme, à partir de 30 jours, meublé, il y a une très très forte demande, donc ça peut être intéressant pour ceux qui souhaitent se positionner sur ce genre d'activité. Voilà, la townhouse, c'est beaucoup Brooklyn. Là, on parle évidemment de Carroll Gardens, qui est très prisé de notre communauté francophone, du fait des écoles publiques bilingues du quartier. Sur Brooklyn, il faudra quand même au minimum 3 millions de dollars pour avoir quelque chose de satisfaisant pour une townhouse. On va monter facilement à 4 millions, 5 millions. En termes de loyer, on va être au bas mot à 10 000 $ sur quelque chose d'assez basique. Ici, on a pris quelque chose de très beau, très réussi, de construit aussi assez récemment. Plutôt grand, 3700 square foot. Pour vous donner un ordre de grandeur, vous divisez par 10, c'est pas exactement ça le ratio, mais bon, voilà, c'est environ 350 mètres carrés, 5 chambres, 5 salles de bain. On a un jardin en bas, on a un rooftop en haut, on a une possibilité de parking à proximité. On demande 5 millions de dollars pour cette magnifique townhouse. Les immeubles d'appartements, c'est multifamille dont je vous parlais, intéressante parce qu'en fait, vous pouvez en faire l'acquisition, occuper un étage, par exemple, occuper un appartement, et puis après, louer tout simplement les autres. Donc, ce qui vous permet tout simplement d'amortir le coût de votre investissement, soit parce que vous l'utilisez en résidence principale, soit en pied-à-terre. Et puis de nouveau, si c'est en pied-à-terre, sachant que vous avez la maîtrise du foncier, la maîtrise de la tolérance locative, vous pouvez le louer quand vous n'êtes pas là, par période de 30 jours, et puis après, quand vous venez, vous sortez de la location. Ici, une transaction qui a été réalisée récemment par un de nos investisseurs qui est en train de faire une belle plus-value. On peut aussi faire du flip à New York. On peut faire de la construction-rénovation du marchand de biens. Donc ici, il a été acheté dans son jus, tout simplement, par notre investisseur et qui est en train de le revendre. 5 étages, 3 appartements. Comme un petit peu toutes les townhouses, de nouveau, on a ce jardin, ce rooftop. Quelque chose qui est en passe d'être entièrement loué. Et on est juste à côté, on est sur Beekman Hill, proche du siège des Nations Unies, donc nécessairement très grande demande locative. Et aussi, les hôpitaux new-yorkais, les grands hôpitaux new-yorkais sont concentrés sur cette zone-là de l'île, donc aussi avec une forte demande locative. Ça, pour donner un ordre d'idée de ce à quoi ça ressemble. Il en demande actuellement un petit peu moins de 7 millions de dollars. On a
On a des loyers cumulés sur les 3 appartements qui vont atteindre un petit peu les 30 000 $. On est voilà, aux alentours des 3, 5, 4% selon la manière dont on tire les chiffres. Ce qui, pour voilà, des investissements de ce montant, est plutôt, voilà, plutôt intéressant. Je vais passer la main à Mathias pour vous laisser respirer un petit peu. Et mon flow un petit peu trop rapide, on essaie de donner beaucoup d'informations. Donc, je reprendrai la main ensuite, cher Mathias, cher Clément, pour vous parler un petit peu du Westchester et du Connecticut. Merci. Avec plaisir. Et on a Merci. aussi beaucoup de questions auxquelles on répondra après la présentation de Mathias et Yann. Donc, restez connectés, les réponses arrivent. Alors, bonjour. Ma partie va être un peu moins intéressante que la partie d'Yann, qui est très complète, qui donne des exemples concrets, toujours intéressant pour un marché. Je vais malheureusement vous aider à comprendre la procédure d'achat. Il y a quelques étapes importantes à comprendre. Il y a des spécificités pour chaque type de bien, mais la procédure générale est la même. Donc, juste pour vous donner une idée, comme ça, quand vous considérez acheter un bien, au moins vous avez une idée plus ou moins de quelles seront les étapes à suivre ensuite. Alors, il y a 3 grandes étapes. La première se fait d'abord avec votre agent. Vous sélectionnez un bien, vous avez eu quelques exemples maintenant, et vous faites une offre. À ce moment-là, quand vous faites une offre qui est acceptée, votre agent et l'agent des vendeurs vont envoyer un deal sheet qui est juste un document Excel en général qui définit le nom des parties, le bien, le type du bien, le prix d'achat, quels sont les avocats de chaque partie. Assumons que ce soit un coop ou un condo, quelle est la compagnie qui s'occupe du management et les spécificités. Si c'est une townhouse ou une maison individuelle, il n'y aura pas de management, c'est juste les mêmes choses, mais sans management. Ceci est envoyé à toutes les parties et à ce moment-là commence l'étape de due diligence. Alors, en tant que votre représentant, on commence à travailler sur, on travaille avec le management company pour savoir obtenir tout ce qui est description légale et physique du condominium ou du coop. On regarde les taxes foncières qui ont été payées par l'unité sur les dernières années pour comparer avec ce qui nous a été proposé pour représenter. On commence à discuter avec le building pour savoir quelles sont les dernières discussions qu'il y a eu autour de est-ce qu'il y a des rénovations qui doivent être faites, est-ce qu'il y a eu des problèmes chroniques sur les 1 an, 2 ans antérieurs. Et en plus, on leur envoie aussi un questionnaire assez bref qui a des questions qui définissent pour confirmer, par exemple, vos coûts mensuels du bien. Si jamais il y a eu des plaintes contre l'appartement pour X raisons, de temps en temps, ça peut être du bruit, des odeurs, est-ce qu'il y a un problème de ventilation, des choses comme ça. L'idée, c'est que en tant que le vendeur nous envoie le contrat, on commence déjà à comprendre et on puisse vous faire comprendre comment est le bien, quels sont vos droits et vos obligations en tant que propriétaire quand vous le serez, et si jamais il y a des risques. Par exemple, si on voit que chroniquement, il y a des fuites qui sont courantes dans le building, si on voit que chaque hiver, le building a une problème de chauffage, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas investir, mais au moins vous savez qu'il y a peut-être un peu plus de recherche à faire. En même temps qu'on fait ça, les vendeurs nous envoient le contrat d'achat. On va revoir avec vous, on va commenter. Et en général, il y a toujours un petit peu d'échange entre nous et eux sur les termes, surtout au niveau de comment le bien va être délivré, sa condition. Est-ce que les équipements seront fonctionnels? Est-ce que les systèmes sont fonctionnels? S'ils ne sont pas, qui est responsable, etc. Et ça commence, c'est vraiment tout ce qui est étape 1, c'est-à-dire due diligence, et une grande partie du travail est là, que ce soit pour des maisons de townhouse ou appartements, la due diligence est faite à ce moment-là. Et négociation du contrat. Une fois que vous avez une due diligence qui est complètement faite ou quasiment faite, vous êtes confortable, vous avez un contrat qui est à votre avis, ou du moins qui est acceptable, vous allez pouvoir signer. Alors, là, c'est la fin de l'étape 1, début de l'étape 2, et c'est très important. Vous signez le contrat d'achat, vous envoyez aux vendeurs 10% du prix d'achat qu'ils vont garder en compte séquestre avec leur avocat jusqu'au closing, qui est la fin de la transaction, et ils n'ont pas le droit de les toucher. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment où vous signez cela, vous envoyez vos 10%, le vendeur n'a aucune obligation, mais s'il signe, vous êtes en contrat et vous ne pouvez plus vous retirer. C'est-à-dire qu'une fois que le contrat est signé, les 10% sont compte séquestre, vous devez absolument aller au bout de la transaction. Maintenant, il y a 2 choses qui restent suspensives. Premièrement, si vous avez négocié dans le contrat une clause suspensive de financement, en tant qu'acheteur étranger, c'est pratiquement impossible de faire un financement aux USA, donc non. Si vous êtes déjà ici sous visa ou résident,
vous avez besoin d'un financement, c'est à négocier avec les acheteurs. Ça dépend de ce que vous expliquez bien avant avec le taux de négociabilité du marché avec les vendeurs. Si le marché est pro-vendeur, ils vont essayer d'obtenir des gens qui ne prendront pas de clause suspensive. Si le marché est pro-acheteur, dans ce cas-là, vous avez plus de probabilité d'obtenir la clause suspensive de financement. Maintenant, si vous avez besoin de la clause suspensive de financement, n'achetez pas ça, premièrement. Deuxième chose, et c'est le début de l'étape 2, qui est le reste suspensif, c'est que le titre soit free and clear de tout lien et jugement. C'est-à-dire que le bien qui va être transféré est bien appartient bien au vendeur. Il n'y a pas de dette dessus, ou s'il y a des dettes, ce sont des dettes qui seront remboursées au closing, à la fin de la transaction. Et il n'y a pas de défaut sur le titre qui affecterait votre propriété. Ça, c'est la partie 1 de ce qui va se passer après la signature du contrat. La deuxième partie, si c'est un condo ou un coop, vous allez commencer à travailler avec votre broker, comme Yann, et avec le building pour préparer votre dossier. Si c'est un condo, c'est juste un dossier d'application que vous envoyez au condominium pour que lui nous donne ce qu'ils ont. Ils ont un droit de premier refus seulement, c'est-à-dire qu'un condominium n'a pas le droit de vous approuver. Et ce qu'il y a, c'est que le condominium a le droit, tous les condominiums ont le droit d'acheter le bien pour le même prix. Si vous achetez un bien à 1 million et que le condominium veut acheter le bien à ce million pour X raison, ils ont le droit de le faire. C'est une préhension. Mais c'est très rare, parce qu'en général, les biens ailleurs sont très chers et très peu de condominiums ont tant de réserves. En 17 ans, je n'ai jamais eu ça, donc c'est assez rare. Les coops, préparez vos dossiers aussi avec Yann. Et par contre, là, les coops, eux, déjà, ils vont revoir votre dossier, vont l'approuver. Une fois que c'est approuvé, ils vous demandent un complément de formation, ils vont préparer une date avec vous pour faire un entretien. Si c'est avec l'étranger via Zoom, en personne, c'est mieux. Et comme a expliqué Yann brièvement, mais je réitère, si c'est un bien d'investissement, évitez les coops parce que, d'une, les entretiens sont assez difficiles et très frustrants pour beaucoup de personnes. Deux, en général, tout ce qui est bien investissement, les coops refusent. Si c'est un pied-à-terre, ils refusent assez souvent aussi. Et surtout, si jamais c'est un bien investissement, même s'ils acceptaient, ils ont le droit d'approuver chacun de vos locataires. Ça rend votre procédure très difficile du début à la fin. Si c'est une maison ou un townhouse, cette étape, il n'y a pas cette étape. C'est juste du diligence contrat et on travaille directement avec la title agency pour vérifier que le bien soit transféré à vous sans dette, lien ou défaut. Donc, vous avez ces 3 étapes qui sont faites. Vous travaillez avec votre banque si vous avez un financement. Une fois que la banque vous donne leur approval, leur approbation, une fois que la title agency qui s'occupe de vérifier que le propriétaire est bien propriétaire, que le bien n'a pas de dette, ou même s'il y a des dettes qu'elles seront payées au jour du closing, et que le bien soit transféré et assurable, ils nous disent qu'ils sont bons. Dans ce cas-là, une fois qu'on a ces 2 étapes-là et que le condominium, le coop, nous a donné leur approbation, on peut aller de l'avant et scheduler ce qui est la date de closing. La date de closing, avant la pandémie, tous les closings, c'est-à-dire la finalisation de la transaction, se faisait avec toutes les parties. C'est-à-dire qu'on avait une réunion et vous aviez les acheteurs, les vendeurs, les avocats de chaque partie, les brokers de chaque partie, les représentants du building, si c'était un building, si c'était un coop ou un condo, les représentants de votre banque, s'il y a une banque, et les représentants de la banque du vendeur, si jamais le vendeur avait un mortgage qui devait être payé au closing. Donc, c'était assez intéressant. Maintenant, on fait de temps en temps un peu remote, donc c'est plus facile pour faire des closings par mail ou via Zoom si vous êtes à l'extérieur. C'est plus difficile avant. Et la façon dont c'est fait, c'est que de toute façon, on arrête toujours une date, parce que c'est comme ça que les banques travaillent de meilleure d'une autre. À cette date-là, on va arrêter tout ce qui est coût et on regardera aussi les taxes qui ont été prépayées. Si c'est au milieu du mois, est-ce qu'il y a des charges mensuelles qui ont été prépayées par le vendeur? On va ajuster tout ça. On prépare une liste de tout ce qui doit être payé pour que le titre soit transféré sans dette. Donc, par exemple, si le vendeur, très simple, un crédit immobilier, ceci sera payé au jour de la finalisation de la transaction. Comme ça vous vient sans dette. Et différentes choses comme ça. Est-ce qu'il y a des fees à payer au management de la compagnie pour le dossier, choses comme ça. Donc, on fait une liste, prépare tout ce qui est virement et chèque avant le jour du closing. Et au jour du closing, ou en personne ou hybride, où toutes les signatures sont faites, les documents sont échangés via FedEx ou en personne. Et au moment où tous les documents ont été échangés, vérifiés par la title agency qui doit enregistrer ça avec la ville de New York, on est en closing. Donc, c'est toujours un peu chaotique les 1, 2 jours, 3 jours souvent avant. Mais en général, dans la journée où, en moins de 24 heures, la transaction est complète et finale. Il y a
il y a toujours des particularités entre condo, coop et maison individuelle, mais les étapes à se rappeler sont les suivantes. C'est la négociation avec votre broker pour le bien. Une fois que vous avez un prix qui a été accepté par l'autre partie, dans ce cas-là, vos avocats vont rentrer dans la transaction. Votre avocat va vous représenter pour la due diligence, pour vérifier quel est l'état du bien, l'état des vendeurs, quels sont les risques. En même temps, vous négociez votre contrat d'achat. Une fois que votre due diligence et contrat d'achat sont prêts à être signés, vous prenez la décision d'aller de l'avant, sachant qu'une fois que vous allez de l'avant, si le vendeur contresigne, vous ne pouvez plus sortir du contrat, sauf s'il y a une clause suspensive, sauf s'il y a un défaut sur le bien en lui-même. Après ça, il y a un peu plus de travail avec votre avocat et votre agent pour travailler avec un condo ou avec un coop, avec votre banque, jusqu'au jour du closing où, là, en 48 heures, tout est réglé. Voilà. Vous allez sûrement avoir des questions. C'est plutôt technique. Vous allez avoir aussi mon contact email et téléphonique. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous juste pour discuter de ça, ce sera toujours avec plaisir. Et maintenant, je vais redonner la main à Yann pour qu'il parle un peu plus de l'état de Connecticut et Rochester. Merci bien. Absolument. Effectivement, on redonnera les coordonnées de Yann et de Mathias dans le replay qui passera aussi sur French Morning. Pas d'affolement, et puis on va répondre à vos questions juste après l'intervention de Yann. Je te repasse la parole. Eh bien, je reprends. Parlons un petit peu de ce qu'on appelle suburbia. Alors, suburbia, c'est simplement la banlieue, qu'on pourrait appeler new-yorkaise. Là, on vous parle de la banlieue plus ou moins UP Nord. Et pourquoi? Parce qu'il y a une très grande communauté francophone qui se trouve là-bas. C'est pour ça que nous sommes implantés. Notamment donc, du fait de la French American School of New York, qui est à Larchmont, entre Larchmont et Mamaroneck. Donc, toute cette zone en rouge, grosso modo, c'est là où se concentrent nos activités pour ces bureaux-là. Grande majorité de la maison individuelle et donc les critères principaux sont évidemment être proche de ces écoles internationales, proche d'une station de train pour arriver à New York Grand Central en 45 minutes, 40-45 minutes, poussant jusqu'à 1 heure, et bien évidemment de l'espace. Si on est sur la grande maison avec du terrain. Westchester County, donc les États sont organisés par comté. Donc le comté entre New York City et le Connecticut, donc c'est le comté de Westchester. Attention, c'est un grand comté, donc les données de marché qu'on vous donne sont très hétérogènes. Si vous voyez, si je reviens à cette petite carte-là, tout simplement, ce que vous voyez jusqu'à la zone grisée et jusqu'à la partie Connecticut, tout ça, c'est le comté de Westchester. La partie que l'on dessert, nous, c'est la partie côtière, et donc qui est la plus valorisée. C'est-à-dire que le prix médian sur l'ensemble du comté est aux alentours de 800 000 $, mais en réalité, il est plutôt du double sur les zones donc, qui sont les zones les plus demandées par nos clients. Les données que je vous donne, le comté de Westchester et le comté de Fairfield, qui est le premier comté donc, du Connecticut juste après New York, là où se trouve Greenwich, le marché se comporte de la même manière. C'est un marché qui est en très forte tension, qui est extrêmement saisonnier parce que ça tourne, entre guillemets, avec les rythmes scolaires. Donc, la très, très grande majorité des transactions se font printemps, été, de sorte qu'il y ait une rotation des propriétaires et ou des locataires durant l'été pour pouvoir avoir la reprise scolaire donc en septembre. Mais aussi, ce sont des zones où les maisons passent rarement demain. On peut avoir tout à fait des gens qui vont rester 10, 15 ans, 20 ans dans leur maison. C'est vraiment une zone où il y a une fréquence de rotation qui est très faible. Donc, peu d'inventaire, fréquence de rotation faible et rythme saisonnier. Donc, autant vous dire que ce n'est pas extrêmement évident pour se positionner et que les prix sont un petit peu surévalué pour la zone. Actuellement, à Larchmont de Mamaroneck, donc Larchmont, en fait, c'est un village qui dépend de Mamaroneck, seulement 24 maisons individuelles en vente et 26 appartements. En gros, il faut compter, pour avoir une maison sur Larchmont de Mamaroneck, plutôt aux alentours du million de dollars pour débuter, mais en sachant que Larchmont est plus valorisé que Mamaroneck. Première maison en location commence à 5 000 $, mais ce que vous allez voir, il y a actuellement uniquement une vingtaine de locations disponibles, dont 10 appartements. C'est-à-dire qu'il y a à peine une dizaine de maisons disponibles à location sur donc cette zone-là qui est très prisée de Larchmont de Mamaroneck. Je vais vous donner des exemples parce que, en réalité, quand bien même on a un prix médian sur le comté de Westchester à 800 000, qu'on a une première maison dans la zone qui va être $1 million, la maison, entre guillemets, un petit peu typique de la zone d'entrée de gamme, on est plutôt sur les alentours de 1,5 million. Ce sera pareil, même voire un petit peu plus cher sur le comté de Greenwich.
Donc ici, on a une maison voilà, très classique, 4 chambres, 3 salles de bain et demie, c'est-à-dire vous avez une toilette visiteur. Construction début du siècle précédent. 250 mètres carrés environ intérieur, un peu plus de 600 mètres carrés en extérieur. On est à 10 minutes à pied de la gare de l'Archemonte. C'est ce qui fait vraiment sa vraie valeur. Ça tient à ça. 10 minutes à pied de la gare de l'Archemonte, donc un des deux centres de la ville, et 15 minutes à pied de la Fastnil, l'antenne de l'Archemonte. Donc ça qui est l'autre centre. Une maison qui est sur le marché depuis un mois. Ils en demandent 1,5 million. On a une taxe foncière annuelle de l'ordre de 28 000 $. Voilà, une maison qui a été voilà, relativement bien entretenue. On n'est pas sur du grand luxe, mais voilà, on est sur une belle maison avec une cheminée, un petit peu d'espace, un peu de terrain derrière. À la location, une maison telle que celle-ci, ça vaut voilà, quasiment 10 000 $, simplement. Là, un autre exemple ici, on est sur Mamaroneck, pourtant un petit peu moins valorisé que l'Archemonte. On est à 5 minutes en voiture de la gare, 5 minutes en voiture de l'antenne de Fastnil de Mamaroneck. Je parle de voiture, je ne même pas à pied. 4 chambres, 3 salles de bain, à peu près les mêmes volumes, un peu plus grand en termes de terrain, construction milieu du siècle précédent. Sur le marché depuis une semaine, je m'attends déjà qu'à ce que la semaine prochaine, cette maison soit partie, alors qu'ils en demandent 9 000 $. Belle maison, au demeurant, mais voilà, pour donner une idée un petit peu d'ordre de grandeur des loyers par rapport au prix d'acquisition. Donc vraiment se poser la question de ces zones-là, si ça ne vaut pas le coup en fait de faire l'acquisition de suite, même si on sait que instinctivement on aime bien louer pendant un an pour un peu s'imprégner de la zone et puis après pouvoir acheter. Mais bon, les loyers sont tellement élevés par rapport aux valeurs des maisons sur ces zones-là que peut-être se poser la question d'acheter, pour autant qu'il y ait de l'inventaire, de la même manière. On passe de l'autre côté de l'État, on arrive à Greenwich, qui en fait, on a beau être un petit peu plus loin, on n'est pas nécessairement plus loin en termes de temps de transport. On pense qu'il y a des trains express qui font Greenwich, Grand Central, donc New York, en bien moins d'1 heure. De la même manière, données très hétérogènes, rythme très saisonnier, fréquence de rotation faible, peu d'inventaire. Greenwich est beaucoup plus étendu, par contre, en termes de ville, donc on a plus d'inventaire, entre guillemets, mais sur la partie centrale de Greenwich et sur la partie proche du centre-ville et de la gare, en fait, on est à peu près sur les mêmes volumes, ou un petit peu plus. On va avoir une cinquantaine de locations proches du centre et environ une cinquantaine aussi de maisons en vente sur Greenwich. Acquisition, vous voyez ici, on est une belle maison, on est 15 minutes à pied de la gare de Greenwich. Pour donner un ordre d'idée, Greenwich, pour retourner à l'Archemonte, on est de l'ordre de 15-20 minutes. 4 chambres, 3 salles de bain, comme précédemment. Plus grand, on est sur 400 mètres carrés intérieur, une construction pas de 2200 bien évidemment, mais de 2001. Taxe foncière plus faible, on est de quasiment 2,5 millions sur le marché depuis un mois. C'est une maison aussi qui va probablement changer de main assez rapidement. Voilà, une belle maison. Et de la même manière, en location, évidemment, on va être aussi sur ces volumes de 9 000, 10 000 $ par mois en entrée de gamme pour une maison relativement bien placée. Là, on est 10 minutes à pied de la gare de Coscob, qui est la gare qui fait suite à celle de Greenwich. 10 minutes en voiture de la gare de Greenwich, à peu près, sur les mêmes volumes. Donc cette fois-ci, dans un état encore moins modernisé, mais on demande quand même 8 500 $ par mois, de nouveau sur le marché depuis une semaine, ce qui va partir très rapidement. C'est un petit peu sky de limite aussi sur ces zones-là, dans le sens où, tant sur Greenwich que sur l'Archemonte, dès que vous allez vous rapprocher de l'eau, parce qu'on est quand même en bordure de l'eau, là, vous allez entrer on peut facilement trouver des maisons de l'ordre 5, de 3, 4, 5, 6 millions de $, 10 millions, et sur Greenwich, en fait, qui est un petit peu la capitale officieuse financière du pays, avec la plus grosse concentration milliardaire du pays, on va monter sur des propriétés qui peuvent atteindre les 30, 40, 50 millions de $. Donc très extrêmement valorisé. Et voilà, cher Clément, pour ce petit tour d'horizon. Merci beaucoup Yann, merci beaucoup Mathias. Je pense que ça a répondu déjà à pas mal de questions qu'on a pu avoir. Je le rappelle, on passera aussi cette présentation en replay, donc vous pourrez reprendre les informations et on donnera aussi les coordonnées de Yann et Mathias. Mais pour le moment, on va répondre à quelques questions. On avait une première question un peu technique sur les documents à débloquer pour lancer une procédure d'acquisition, d'achat, notamment pour débloquer un plan d'épargne logement et plan d'épargne retraite en France. Est-ce que c'est trop technique ou est-ce qu'on peut avoir quelques éléments de réponse? Pour moi, c'est mauvaise juridiction. En France, je ne peux pas vous répondre. Bien, je vais me percher de la même manière que Mathias.
Très bien. Non, enfin, dans les grandes lignes, parce qu'on n'a pas parlé non plus de financement, j'en profite peut-être pour diverger un peu, mais je n'aimerais pas pouvoir vous répondre là-dessus. Mais on peut financer pour une acquisition aux États-Unis depuis les États-Unis ou depuis la France. C'est deux possibilités. Si vous financez depuis les États-Unis, bah, sachez que vous allez être soumis au taux américain et au montant d'apport américain. Les taux actuellement, là, on vient de repasser en dessous des 6% pour une résidence principale pour un résident américain. Donc, autant vous dire que si ce n'est pas une résidence principale et que si vous n'êtes pas résident américain, ben, vous allez rajouter 1 point, voire 2 points, si ce n'est pas plus. Et que les montants d'apport aussi, qui peuvent être voilà, de l'ordre de 10-20% quand on est résident américain avec un très bon credit score, comme on dit. Si on est sur l'investissement, on va facilement monter à 40-50%. Donc, d'aucuns de nos clients en fait, financent depuis la France, en fait, depuis voilà, leur banque française européenne, qui vont s'adosser sur des collatéraux en France, qui peuvent être de l'immobilier ou un portefeuille d'actions. Ils leur feront un petit peu comme une ligne de crédit, donc avec des taux, voilà, avec des taux bien moindres, et qui leur permet en plus d'arriver ici en cash. Nos offres sont évidemment bien plus fortes si elles sont en cash. Et autre section aussi, voilà, un petit peu le palier magique des 5 millions de dollars. Quand on a 5 millions de dollars d'actifs, on passe en gestion banque privée et là, tout d'un coup, tout devient possible, même pour un financement local. D'accord, merci. Et peut-être, ça peut être intéressant aussi de rappeler juste dans les grandes lignes les documents à fournir lors d'une acquisition. Documents fournis de la part de l'acheteur? De l'acheteur, j'entends, ouais. Aucun document à fournir. Pas l'acheteur, si vous êtes acheteur. Alors, parlons des visas, pas visas. N'importe qui peut acheter un bien immobilier à New York. Vous n'avez pas besoin d'être sous visa, résident. Vous pouvez être en France, rester en France, vous achetez un bien d'investissement avec Yann. Ben voilà, je veux placer de l'argent sur le marché américain, vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin de ça. Pour l'argent, vous pouvez transférer. Tout ce qu'il y a, c'est que les autorités américaines, comme partout dans le monde, demandent à ce qu'on remonte à l'origine des fonds pour éviter le blanchiment d'argent, c'est tout. Après ça, il n'y a rien de particulier. C'est très simple. Il n'y a pas de condition préalable. Si vous avez une offre acceptée et que vous avez des fonds disponibles, vous pouvez acheter. Après, si vous voulez monter une structure pour diminuer votre impact fiscal, si c'est de la location, tout ça peut discuter, mais autrement, quelqu'un un individu peut acheter un bien à New York demain sans être ni un résident ici, ni avoir un visa ici, il n'y a aucun problème. C'est deux choses différentes. Alors après, ça c'est pour l'acquisition du bien, ça se complique uniquement quand on est voilà, on achète un condominium en coopérative. Et donc là, on a ce fameux board package qui, lui, alors en coopérative, pourrait être extrêmement intrusif, malheureusement. Mais chaque condominium, chaque coopérative ayant des board packages différents, il y a apparemment de grandes lignes. Voilà. Et selon, en fait, effectivement, si vous achetez, comme disait Mathias, voilà, en maison individuelle, donc là, tout d'un coup, on est tranquille à ce niveau-là. Après, le board package pour les copropriétés peut être un petit peu plus dense parfois. D'accord. Bon, justement, on avait une question de Valérie qui demandait, elle cherche à acheter en coop, elle demandait d'avoir des précisions sur l'abatement credit ou abatement assessment. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors la petite... Abatement credit ou abatement assessment? Une petite manœuvre de coop. Du coop? Alors, corrige-moi si je me trompe, Mathias, mais je pense qu'il s'agit de petites manœuvres de certaines coops qui vont en fait aller chercher l'exemption de l'abattement de taxe foncière pour aller financer leurs travaux. En fait, au lieu de la redistribuer, ils l'utilisent. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'elle a dû voir quand on a regardé les financials du coop. Regardez les financials du coop, c'est dur de donner une réponse sans l'avoir devant nous parce que la comptabilité, ils peuvent la faire un peu comme ils veulent. Ils calculent la dépréciation comme ils veulent, ils calculent les actifs comme ils veulent, les dettes, ils les remettent sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. En plus, les coop, c'est toujours des mortgages, donc ils refinancent à chaque dette. Donc, très important quand vous regardez un coop, si jamais vous le faites, regardez les notes qui sont à la fin de l'audit, préparées par les comptables. Donc, la plupart des notes vous expliquent les grandes lignes. Pourquoi c'était calculé comme ça, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. C'est très important de lire les notes à la fin. Mais sans avoir les financials devant moi, c'est difficile de le dire. En général, Yann a raison. Tax abatement credit, c'est-à-dire que la coop aurait le droit de recevoir de l'argent de la ville de New York et de l'utiliser au lieu de distribuer sur Rolls.
Voilà, quand on est occupant primaire, donc résidence principale sur New York, en condo ou en coop, on est en général éligible à un abattement de taxe foncière qui est de l'ordre de 20%. Après, ça varie. Donc, quand de nouveau vous êtes en condominium, ben, vous êtes titulaire du bien immobilier, vous payez votre taxe foncière, donc cet abattement, il vous arrive à vous directement. En coopérative, par contre, comme on l'expliquait précédemment, c'est la coopérative qui paye la taxe foncière. Donc, en fait, cet abattement de taxe foncière qui est en fait dévolu à tous ceux qui font une espèce de calcul de qui est en résidence principale dans la coopérative, ce qui donne un montant d'abattement que la ville envoie à la coop. Et la coop dit, eh ben, vous êtes bien gentils, mes chers petits copropriétaires, mais on a besoin de sous pour faire des travaux. Donc, finalement, cet abattement de taxe foncière qui devait vous arriver, ben, on va pas vous le rendre, mais on va s'en servir pour faire des travaux. Ce qui nous évitera de lever en fait un special assessment ou un appel de charge exceptionnel pour faire les travaux ou autre chose. Ça devait probablement être ça, ce que cette dame a rencontré. Mais de nouveau, effectivement, il faut, dans tous les cas, soyez accompagnés par un avocat qui puisse regarder, vous expliquer tout ça. J'allais dire, le Parce que plus ça peut important, être, c'est de on peut avoir des bien surprises. accompagner. Petite question encore technique et légale pour les Français qui nous suivent, qui sont là et sous visa. Est-ce que c'est mieux d'attendre une green card qui est en cours ou alors ça ne change rien, mais a priori, ça ne change rien sur ce que vous disiez tout à l'heure? Alors, ça dépend ce que vous voulez faire. Déjà, si c'est un bien d'investissement, ça ne sert à rien d'attendre. Seule chose, c'est que quand vous avez une green card, la grande différence avec un visa, c'est d'une, quand vous avez la clause suspensive de financement dont on discutait avant, si vous avez une carte de résident, votre chance que vous n'obteniez pas votre financement à la fin est moindre. Un visa peut dépendre de votre emploi, il peut dépendre de certaines périodes de temps, donc le visa peut finir, alors que la carte de résident est quelque chose qui est renouvelable tant que vous avez actif. Donc les taux ne sont pas les mêmes. Chose. Et pour obtenir la classe de clause suspensive, avec une green card, vous êtes plus protégé parce que le jour où la clause suspensive s'expire avant le closing, les chances que vous ayez un problème avec votre statut immigratoire sont moindres. Alors qu'un visa, et ça arrive rarement, mais c'est arrivé quand il y a eu justement le Covid en mars 2020, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi entre fin mars 2020 et juin 2020, et du fait du perdre leur emploi, ils perdent leur statut aux États-Unis, et on a eu beaucoup de problèmes pour retrouver des financements, parce que des banques les ont abandonnés. Maintenant, vous n'avez plus d'emploi. Non, mais j'ai des réserves, donc ça a été un problème. C'est la seule différence. Maintenant, si c'est un bien de financement, vous n'avez pas besoin d'attendre. Et si de toute façon vous restez aux États-Unis, c'est votre résidence principale, à moins que vous veuillez essayer de trouver un meilleur taux plus tard, sachant qu'obtenir une carte verte, ce n'est pas toujours automatique et ça prend du temps, n'attendez pas. Et autre petite précision, la ville de New York est très à cheval sur les discriminations et met en place ce qu'on appelle des classes protégées. Donc on pense voilà, mécaniquement, disons à race, couleur, religion, sexualité, ce genre de choses. Alors New York est un petit peu champion, toutes catégories confondues. Maintenant, je crois qu'on a 19 ou 20 ou 21, je ne sais plus. Et donc les dernières en date sont notamment le statut d'immigration et la nationalité. Donc en aucun cas, le fait d'avoir une carte de résident ou de non-résident peut être un facteur discriminant. Ceci étant, comme on vous l'expliquait, de nouveau, les coops n'ont pas à se justifier. Donc, Intéressant. prendre aussi avec un grain de sel. Et une question peut-être un peu plus pour toi, Yann, sur un marché qui est en ce moment un peu neutre, que ce soit plus acheteur ou vendeur. Si on est justement déjà propriétaire et qu'on veut acheter plus grand, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut vendre son bien pour acheter plus grand ou est-ce qu'il faut attendre, le louer? Alors, vous parlez d'un agent immobilier, donc il va vous dire forcément vendez, ça, c'est Évidemment. évident. Mais après, on aura du mal à être équilibré en disant ben, vendez, mais achetez en même temps. Alors, en fait, la réalité, c'est que effectivement, quand on fait une vente et une acquisition en même temps, le position de marché, il est relativement, il est moins important. Parce que de toute façon, soit vous vendez haut, mais vous achetez haut, soit vous vendez bas et vous achetez bas. Alors évidemment, c'est pour agrandir. Ça veut dire autant essayer d'être dans une période qui est plus favorable aux acquéreurs. Actuellement, voilà, c'est un petit peu favorable aux acquéreurs, mais pas tellement. Il n'y a pas vraiment de grandes considérations à ce stade. Sachez que les taux d'intérêt étant encore assez hauts, finalement, la demande domestique reste faible. C'est pour ça que le marché est un peu plus avantageux des acquéreurs. Tant que ces taux d'intérêt resteront à ce niveau-là. Mais inversement, le problème, c'est que l'inventaire aussi, lui, n'augmente pas. Parce qu'en fait, beaucoup de gens sont avec des propriétés. Et notamment, ce vendeur devra se poser la question, c'est quel est son taux actuellement d'emprunt? S'il a emprunté, il a acheté sa maison avec un taux à 3%,
Donc très bien, il va la vendre, formidable, mais maintenant il va devoir se positionner avec un taux à 6%. Donc c'est pour ça qu'il y a peu de maisons maintenant qui tournent actuellement ou d'appartements parce que les gens disent voilà, moi j'ai un taux à 3%, je ne bouge pas, là, j'attends que ça descende parce que sinon pour repartir, ça va être compliqué. D'accord. Alors, on avait une question aussi de Peggy qui était un petit peu technique aussi. Je cherche à acheter une maison et alors, visiblement, le certificat d'occupation, Certificate of Occupancy, n'est pas fiable, enfin, n'est pas en cohérence avec la maison actuellement. Quels sont les risques légaux, nous demande-t-elle, les implications sur ce type de bien? En général, il vaut mieux essayer de remettre le CEO à jour. Par exemple, si je sais pas, c'était quoi? Il y a une précision sur le type de CEO ou il n'y a pas? Du DOB, elle nous précise, qui ne colle pas avec la maison. Non, mais ça dit single family, two, three. Oui, alors one, two family homes. Ah, et maintenant, c'est utilisé comme? Alors, je vais lire la question en entier. Elle dit scénario concret vu 2 fois, maison agencée comme one family house. Les propriétaires payent les taxes pour one family house. OK. Alors, en général, l'occupation en elle-même, ce n'est pas un problème. Le problème et la raison pour laquelle il faut essayer de mettre à jour, c'est le jour où vous allez faire des travaux. Si vous voulez faire des travaux et que la maison n'est pas, je ne vais pas dire aux normes, mais qu'il y a un problème sur certificat, je ne sais pas comment ils ont transformé physiquement le two family house, qu'à un moment ou à un autre, ça a été un two family house en one family house. Si ça a été fait sans permis, ce qui risque d'être le cas, ou ça a été permis, ils n'ont pas updaté le CEO, votre problème, ça va vraiment arriver au moment où vous allez faire les travaux. Donc, en général, il vaut mieux vérifier ça avant d'acheter. C'est pas quelque chose qui soit pas, c'est pas un gros problème, mais Peggy a raison. Discutez de ça maintenant. Voyez aussi si vous comptez faire des rénovations, prenez déjà votre contracteur avec vous pour qu'il aille voir ce qui se passe là-bas. Et c'est une discussion à avoir avec les vendeurs avant de signer, définitivement. C'est quelque chose qui est solvable, mais il faut juste. On peut résoudre, mais il faut regarder ça avant. Ça peut être compliqué après. Et une dernière question aussi, qui va sortir un petit peu mais en tout cas qui manifeste un vrai intérêt, c'est comment devenir un agent immobilier à New York? Bien, vous appelez par New York. Mais dans les grandes lignes, la première considération, il faut avoir le droit de résidence et le droit de travail aux États-Unis. Voilà. Nous, les agences, on ne fait pas de visa, on ne sponsorise pas de visa de travail pour devenir agent immobilier. Donc ça, c'est une première étape. Après, il peut y avoir plein de diverses manières d'arriver aux États-Unis, d'avoir un droit de résidence et de travail, qui est une discussion à avoir avec nos petits camarades avocats et d'immigration. Il peut y avoir des montages qui sont relativement simples et tranchants. Mais ceci étant, une fois que vous avez le droit de résidence et de travail, il y a une formation en ligne qui fait maintenant, je ne sais plus, 75 heures. Chaque année, ils en rajoutent 5 ou 10 heures. Donc, c'est très pénible. On n'apprend pas grand-chose en réalité. C'est très scolaire. Et vous faites 75 heures devant votre écran et après, vous passez un test auprès de l'État de New York. Et bon, il faut arriver à passer le test, qui n'est pas non plus, voilà, faut pas avoir fait Saint-Cyr non plus, mais bon, il faut quand même le passer. Et une fois que vous l'avez passé, bravo, vous êtes agent immobilier, vous mettez votre licence là où vous le souhaitez. Donc, vous allez choisir votre agence pour les premières années, jusqu'à ce que vous ayez fait suffisamment de transactions, à partir de quand vous pourrez devenir votre propre broker, votre propre agence. Dans les grandes lignes. Super. Merci beaucoup à vous deux. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, un petit mot de la fin. Non, par contre, partagez juste les contacts si jamais vous avez plus de questions, avec plaisir. Absolument. On repartagera bien entendu ce webinaire en replay et les contacts de Yann et de Mathias. En tout cas, merci à vous deux pour cette super présentation. Merci. Et puis, on se retrouvera, nous, sur French Morning la semaine prochaine pour parler assurance santé. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.